y a une volonté, c'est ça, de la Chine de se protéger de l'étranger, de cacher ce qu'elle fait à l'étranger parce qu'elle est en train de développer. Son obsession, c'est de devenir la première puissance mondiale, la première puissance technologique, la manufacture 4.0, l'armée de l'avenir, le pouvoir, le premier pouvoir dans l'espace. Il y a cette espèce de volonté-là là, qui se développe, mais de façon extrêmement paranoïaque. Jean-François Lépine, ou une conversation pour mieux comprendre les similitudes, les différences et les enjeux concernant nos rapports avec la Chine et les Chinois. Jean-François Lépine est, à n'en pas douter, l'un de nos plus grands journalistes. Correspondant pour Radio-Canada en Chine pendant de nombreuses années, il revient tout juste d'une mission diplomatique de 6 ans. Cette mission, il l'a vécue au pays de l'Empire du Milieu. En sa compagnie, je vous propose une rencontre permettant de décrypter le ressort de nos liens avec ce peuple fascinant. Bonne écoute! Brièvement, je vous situe. Vous avez eu une longue carrière comme journaliste à Radio-Canada. Ce que tout le monde ne sait pas, cependant, je pense, c'est que vous êtes aussi un sociologue de formation, si je ne m'abuse. Politologue. Politologue, hein, c'est encore mieux. Politologue de formation. Et vous avez donc cette formation avec le recul nécessaire pour être dans une bonne position, je pense, pour rendre intelligible la situation politique dans laquelle nous nous trouvons. Vous avez été, c'est un sujet qui me passionne. Vous avez été diplomate pendant 6 ans, si je ne m'abuse non plus, en Chine. Alors, je vais vous laisser vous-même nous parler un peu de votre parcours. Et puis ensuite, la conversation, un peu naturellement, débouchera sur ces grands thèmes. J'aimerais bien qu'on voit un peu comment votre expérience et votre expertise et votre connaissance de la communauté chinoise peut nous aider non seulement à comprendre nos relations avec eux, puisque ça m'a apparu à la lecture de votre livre très, très important de bien comprendre ça, puis aussi comment leur manière de vivre assez loin de la nôtre peut nous donner aussi des indications pour mieux vivre notre situation démocratique. Parce que je pense qu'on peut apprendre de ce peuple-là, de toute façon, qui est l'aboutissement d'une longue histoire, d'une grande civilisation et qu'on connaît mal. Et puis, comme l'idée que j'ai eue de publier ce livre-là, c'est que revenant de 6 ans en Chine, au Québec, je me suis aperçu que les gens démonisaient ce pays et ce peuple qu'on voit comme une menace, au fur et à mesure que ce pays-là essaie de prendre une place, peut-être de façon un peu trop agressive. C'est peut-être pour ça qu'on se méfie de lui. Donc, j'ai voulu simplement essayer de faire en sorte que les gens connaissent mieux, parce que, évidemment, je distingue tout le temps, à travers toute mon expérience journalistique, entre les élus ou les despotes qui règnent sur les peuples et les peuples eux-mêmes, parce que je crois fondamentalement que les êtres humains ne veulent pas nécessairement la guerre, ne veulent pas prendre la place des autres. Je pense qu'on veut tous vivre chacun nos rêves, collectivement. Et puis, donc, je distingue beaucoup entre les régnants et ceux qui sont dirigés. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai fait ce livre-là. Parce qu'aussi, je crois qu'en se fermant aux autres, on ne profite pas d'une chose extraordinaire, c'est-à-dire de profiter d'une connaissance, d'un exotisme qu'on ne connaît pas et qui peut nous apprendre beaucoup. Puis, alors, pourquoi je m'intéresse à la Chine? J'ai été éduqué principalement en sciences sociales et en sciences politiques. J'ai fait un début de doctorat que je n'ai jamais terminé parce que Radio-Canada m'a proposé, quand j'étais très jeune, d'animer une émission de radio qui était passionnante. Puis ça s'est enchaîné après. Mais je suis encore un esprit de sciences politiques. C'est vraiment une science sociale que j'ai. Mes maîtres ont été très, très importants pour moi. Puis voilà, donc à partir de ce moment de sciences politiques, j'ai été attiré par le journalisme, peut-être parce que, je ne sais pas, j'ai été attiré par le fait que, comme je l'ai toujours dit, quand on fait du journalisme, on est payé pour être curieux. Oui. Et puis
j'aime beaucoup dans ce métier-là l'aspect de conteur d'histoire. Je pense que c'est important de transmettre tout ce que j'ai eu comme honneur et récompense, entre guillemets, dans ce métier-là. Ça a toujours été en soulignant le fait que je suis capable de prendre des sujets les plus complexes et les rendre simples et compréhensibles. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment un compliment extraordinaire parce que ça prend effectivement une capacité de raconter l'histoire, de la simplifier. Et je pense qu'on a besoin de comprendre, même dans le monde d'aujourd'hui. Des fois, je me lève en journalisme et puis j'essaie de comprendre, je ne sais pas moi, pourquoi une économie part en récession et puis comment l'expliquer. C'est fascinant tout ça. Et puis aujourd'hui, je pense aussi qu'il y a de plus en plus de grandes spécialisations dans toutes les sciences. Et il y a des univers qui sont tellement complexes, ça prend des gens pour les décrypter, les raconter, tout ça. Donc, moi, c'est ça que j'ai fait dans la vie. Et puis, mon amour des Chinois a commencé, je le dis toujours en blague, puis je le dis dans le livre, quand j'étais enfant, j'étais fasciné par les Tintins. Oui, oui. Probablement parce que c'était l'exotisme qui me fascinait dans tout ça. Puis toute ma vie, je suis allé à la recherche de l'exotisme un peu partout dans le monde. Et un de ces albums-là qui me fascinait le plus, c'était le Lotus Bleu. Ben oui. J'avais l'impression de... Bon, peut-être parce que les Chinois sont encore plus différents de nous que les Européens, quoi. Bon, etc., ça c'est vrai. Mais aussi, je ne sais pas, dans ce livre-là, la société chinoise nous apparaissait prospère. Hein? Il y avait des ports, des bateaux, des trains, des grosses voitures anciennes, la façon de s'habiller de ces gens-là, les maisons qui étaient très belles, en tout cas le dessin d'Hergé qui nous montrait tout ça. Puis, donc c'est un peuple qui m'a fasciné dès mon enfance. Puis graduellement, quand on était jeune, c'était l'époque où Mao régnait en Chine et on n'en connaissait pas grand-chose, forcément parce que tout était très caché. On ne connaissait pas la vérité de ce qui se passait dans ce pays-là. On va le connaître après sa mort. Toutes les horreurs qui se sont passées dans ce pays-là, entre autres. Mais c'est ça, dès l'université, j'étais encore plus fasciné. On lisait beaucoup sur la Chine à l'époque. On se battait idéologiquement aussi autour du communisme maoïste. C'est ça qui n'était pas le même communiste que pour les Russes. Là, exactement. Il y avait vraiment des oppositions théoriques et pratiques entre les mouvances trotskistes, staliniennes, maoïstes et tout ça. Alors, ça a été aussi une période intéressante. Moi, j'ai ouvert l'Université du Québec à Montréal et les débats idéologiques étaient terribles. Puis, il y avait toutes sortes de gens qui venaient de partout dans le monde et puis qui étaient très à gauche. Et puis, en tout cas, bref, c'était intéressant. Et moi, j'arrivais de l'Université Laval. J'avais fait un bac à l'Université Laval et l'Université Laval était une université très conservatrice. En sciences politiques, c'était beaucoup l'influence américaine, l'influence de certains politologues français classiques, là, comme Maurice Duverger, mais on était beaucoup plus dans un univers conservateur sur le plan philosophique, sur le plan de la pensée et tout ça. Arrivé à l'UQAM, c'était la révolution. Il y avait des professeurs d'Amérique latine, d'Allemagne, de l'Est, d'Allemagne. Il y avait un brassage d'idées qui était plus déstabilisant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, voilà. Puis après ça, par chance, vraiment, en commençant le journalisme à Radio-Canada. Radio-Canada, c'est une immense entreprise dans laquelle, si tu voulais, tu pouvais faire toutes sortes de métiers. Moi, j'ai des amis qui sont toujours restés au même poste, à la même table toute leur vie, puis qui sont morts à 55 ans. Mais si tu voulais, tu pouvais... C'est comme ça qu'à un moment donné, très jeune, j'avais passé 3 ans comme chef des correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale du Québec, à une époque passionnante. René Lévesque au pouvoir, le référendum de 1980. Pour le politologue que j'étais, c'était fascinant. Et puis, à un moment donné, après, quand René Lévesque a été réélu en 81, je voulais sortir un peu du Parlement. Le Parlement, c'est comme une espèce de pensionnat. On vit avec les politiciens. Et puis, on me disait, tu vas aller à Ottawa. Ça, c'était comme la promotion naturelle. Et je ne voulais pas aller tout de suite dans un autre Parlement. Puis j'avais dit, j'aimerais ça
faire autre chose. Et puis, j'avais postulé un poste à l'étranger. Je voulais sortir. Puis, j'étais un peu trop junior pour... sauf quand le poste qui commençait, c'était le premier correspondant avait terminé son terme à Pékin. C'était un poste, c'était un bureau assez particulier parce qu'il fallait... C'était un bureau bilingue. On ne voulait pas mettre beaucoup d'argent dans cette aventure-là. On ouvrait le bureau, on voulait voir qu'est-ce que ça allait donner. Alors, on choisissait le correspondant au réseau français ou au réseau anglais en alternance. Puis on devait travailler dans les deux langues, ce qui était extrêmement difficile. Il y a peu de gens dans le monde qui font ça, surtout quand on fait beaucoup d'informations en direct et tout ça. Et il n'y avait pas beaucoup de gens, aussi étranges que ça puisse paraître, à Radio-Canada, surtout les plus vieux, qui voulaient aller en Chine parce que la Chine était pauvre, c'était pas pareil à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Et il fallait travailler presque le double du travail d'un correspondant normal et tout ça. Et moi, ça me passionnait. Puis c'est comme ça qu'a débuté mon aventure que j'évoque dans le livre, parce que c'est en 82 que je suis arrivé là-bas pour vraiment mon premier séjour en Chine. Et puis j'ai gardé des liens avec ce pays-là jusqu'à aujourd'hui. C'est plus de 40 ans de fréquentation d'un pays qui a complètement changé. D'un pays d'une pauvreté qui sortait d'une humiliation collective terrible, des gens qui n'osaient pas parler, qui n'osaient pas, à un pays aujourd'hui qui est vibrant, qui est, malgré ce qu'on pense, malgré l'autorité communiste qui s'exprime énormément sous toutes sortes de formes maintenant. Dans le livre, vous avez... Alors, le livre en question, là, je le souligne pour... ceux qui vont nous écouter, il s'agit d'un livre dont le titre principal est « Où s'en va la Chine? Les angoisses de ma prof de chinois ». Vous avez appris le mandarin, d'ailleurs, j'imagine, dès le début. Oui, vous avez commencé. C'est pas une langue facile, hein, quand même? C'est une langue facile, oui, en termes facile, oui? Oui, parce que la grammaire est hyper simple. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps de verbe, il n'y a pas de féminin, masculin, il n'y a pas de... C'est une langue... En tout cas, donc, sur le plan de toute la structure grammaticale et tout ça, c'est très facile. Même l'origine des mots, quand on commence à se familiariser avec les radicaux, avec l'origine des mots et tout ça, c'est une langue extrêmement concrète, extrêmement simple. Mais c'est sûr qu'il y a des variétés innommables de façons de dire amour, de dire... mais pour la parler de façon courante... Et pour la comprendre et passer vraiment à une autre étape de la langue, c'est pas si difficile que ça. Ce qui rebute les gens, c'est les caractères chinois. Mais même aujourd'hui, on peut apprendre le chinois sans jamais lire les caractères. OK. Donc... On comprend dans le livre que vous continuez toujours avec cette jeune femme à prendre des cours, là, c'est ça? Donc, Elle, c'est plus récent. Quand je suis arrivé comme diplomate en 2016, j'ai connu cette femme-là que j'appelle Ai Sheng parce que je ne dis pas son nom réel. Son vrai nom. En fait, le livre c'est un peu une des trames du livre. C'est que les sujets que j'aborde, c'est des sujets de discussion que j'ai eus avec elle pendant mes cours. Voilà. Oui. C'est pour ça que je dis les angoisses de ma prof de chinois, parce que je crois beaucoup d'abord à la jeunesse dans tous les pays. J'ai toujours cru, j'ai toujours voulu comprendre les jeunes, parce que les jeunes, c'est la perspective de l'avenir, c'est comment ils voient leur pays, ils se projettent dans l'avenir. Les vieux sont souvent des gens qui se reposent sur le passé. Donc les jeunes, c'est fascinant. Les jeunes nous indiquent aussi dans chacun des pays un peu comment le pays se trouve ou quelle est la situation réelle, parce que les jeunes sont les premiers à être en chômage si ça va mal, sont les premiers à souffrir si le pays souffre, etc., etc. Donc, leurs espoirs sont ternis quand le pays n'a pas d'espoir. Donc, et elle m'exprimait à travers tous les cours, elle m'exprime encore ces choses-là, parce pour me faire apprendre des nouveaux mots, elle changeait de sujet chaque fois, puis elle m'envoie des devoirs où elle me pose des questions. Et ce qui était intéressant avec elle, c'est que c'était souvent des questions qui avaient trait même à la philosophie politique, est-ce que tu as lu Le meilleur des mondes de Huxley? C'est ce que j'allais dire, parce que j'ai été frappé de voir qu'elle avait fait cette lecture qui remet drôlement en question les régimes comme le sien. Tout à fait. Donc, c'est
Elle avait accès à cette littérature. Oui, puis elle voulait, parce qu'elle souffre du manque de liberté et de démocratie dans son pays, elle veut comparer sans arrêt avec d'autres, avec les pays soi-disant libres. Alors, on avait toujours ces discussions sur toutes sortes de sujets, le mariage, la sexualité, le racisme. Oui. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites dans le livre. Quand elle me dit pourquoi vous autres, les Canadiens, vous êtes racistes, parce qu'on avait nos discussions au Canada sur le racisme systémique. Oui. Et c'est là que j'ai dit, mais comment je lui explique ça? Puis ça m'a frappé. J'ai dit, mais d'abord, au Canada, on a des races. C'est ça. Et vous autres, vous n'en avez pas. Ouais. Hein? Puis si vous en avez, des petites races, hein, des musulmans dans le nord-ouest du pays, vous les écrabouillez puis vous ruinez leur culture. Si vous en avez au Tibet, vous faites la même chose. Ouais. Alors là, elle s'est mise à être surprise. Et c'est ça qui est fascinant. Et pourquoi elle est angoissée? Bien, parce que, comme beaucoup de jeunes dans beaucoup de parties du monde, le monde peut paraître plus dangereux qu'il l'était. Le monde est inquiétant. On ne veut pas que nos espoirs soient ternis par des gestes impulsifs posés par des gens qui gouvernent de façon irresponsable. Et puis, donc, ensuite, l'immense différence entre riches et pauvres, le manque de justice économique et sociale et tout ça. Donc, il y a toutes sortes de choses qui nous angoissent, qui angoissent les jeunes. Et puis, voilà. Donc, parlant de cette jeunesse chinoise, je me permets de partager le fait que, comme je suis allé moi-même en Chine une fois, j'ai vu les jeunes interprètes qui nous accompagnaient. Un jour, une qui me dit, vous savez, nous, nos samedis soirs, c'est dans une communauté où il n'y a que des enfants uniques. Et elle se plaignait du fait que ces samedis soirs étaient un peu ternes. Puis, de mon point de vue de Nord-Américain, je disais, ben oui, je n'avais jamais pensé à ça. Comme ce que vous venez de souligner aussi sur le fait que la race chinoise, donc l'appartenance à une seule ethnie, non seulement une seule, mais dans des proportions hallucinantes, ça jette un regard, un rapport au monde qui n'est pas du tout le même que pour nous. Puis dans le livre, ce qui m'a frappé, c'est que là, vous parlez de la deuxième génération des enfants uniques, donc les enfants rois, je dirais, 2.0. Les fils de parents uniques. Alors là, je me suis dit, wow, c'était très intéressant ça, parce qu'on se demande, comment vous voyez ça, vous, l'avenir de la Chine de ce point de vue, de cette deuxième génération d'enfants uniques? En fait, c'est intéressant parce que c'est encore elle, à travers mes discussions avec elle, que j'ai beaucoup réalisé ces choses-là, parce qu'elle compare tout le temps. Et puis, c'est vraiment intéressant comment, même je le disais encore aujourd'hui, hier, parce que les policiers sont un peu angoissés ces temps-ci au Canada par les conséquences du conflit au Moyen-Orient. Ben oui. Et les policiers me demandent de les conseiller là-dessus. Puis je leur disais, c'est quand même fascinant, on ne s'en aperçoit pas, mais au Québec, au Canada, moi j'ai vécu une époque où il n'y avait presque pas de musulmans, presque pas de Moyen-Orientaux. Et aujourd'hui, il y a des mosquées partout. Et donc, il y a un débat. Quand le conflit en Palestine, qui ne préoccupait que les Juifs et les non-Juifs avec un certain type de débat à une époque, ceux qui défendaient les Palestiniens, c'était des non-Juifs la plupart du temps, mais Canadiens, Blancs, Caucasiens et tout ça. Maintenant, c'est en majorité des Arabes musulmans et tout ça qui sont encore plus émotifs, encore plus... Alors, tout ça pour dire que la Chine, c'est un peu comme ça. Ils regardent le monde à travers cette espèce de monde eux-mêmes dans lequel ils vivent, qui est extrêmement particulier. D'abord, l'enfant unique est aussi un enfant gâté, un enfant qui a passé sa vie à être l'objet de prédilection et de pression aussi, c'est ça que j'ai essayé de montrer. Oui, la compétition pour accéder. De 6 adultes, ses parents et ses 2 grands-parents de chaque côté, qui n'ont qu'une seule obsession, c'est cet enfant unique à qui ils donnent beaucoup, mais de qui ils exigent beaucoup. On veut que la fille se marie, qu'on a hâte de voir son enfant, etc., etc. Donc, c'est vraiment une façon de... et puis,
l'homogénéité de la culture, des références à une échelle d'1,4 milliard d'habitants. Oui, oui. C'est une mouvance qui... la mouvance part d'un côté et tout le monde l'analyse à travers son prisme culturel. On ne s'en aperçoit pas ici à quel point on est entouré de visions culturelles différentes. Et moi, j'ai toujours dit depuis que je suis tout petit que c'est fascinant. Hein, mais en Chine, imaginez que vous n'avez pas ça. C'est vrai. On peut comparer à une échelle plus réduite la situation au Japon. Mais le Japon n'est pas un pays d'enfants uniques. Hein? La Chine a, depuis le milieu des années 70, expérimenté quelque chose qu'aucun peuple au monde n'a fait, et à l'échelle de la Chine. Cette idée de limiter les familles à un enfant de façon extrêmement autoritaire au début, puis ensuite, ces mêmes enfants uniques-là ont fait des enfants uniques. Ouais. Ça crée un contexte d'homogénéisation qui est extrêmement particulier. Heureusement, en Chine, est arrivé, avec la prospérité économique récente, une ouverture de la Chine qui est réelle, c'est-à-dire que les jeunes, maintenant, voyagent énormément. C'est le plus grand contingent de touristes au monde. Donc, leur diversité de pensée, ils le prennent à l'étranger. Mais je décris aussi à quel point c'est fascinant. Les étudiants étrangers qui viennent au Canada, les étudiants chinois, ils se tiennent ensemble, ils mangent leur nourriture, ils ne connaissent pas la culture canadienne, ils ne s'y intéressent pratiquement pas tellement ils ont cette espèce d'esprit de meute qui est tellement ancré chez eux. D'ailleurs, je raconte l'anecdote que les services secrets canadiens, quand j'étais diplomate, nous avaient expliqué que les espions chinois au Canada sont beaucoup plus détectables et visibles que ne l'étaient à l'époque les Russes, par exemple, qui venaient ici, les Russes à qui on apprenait le français, l'anglais, la culture, et ils s'imbibaient de ça. D'abord, ils nous ressemblaient, ils étaient des Caucasiens comme nous, et puis ils arrivaient ici, puis ils allaient à l'opéra, ils allaient au cinéma, et puis, alors que les Chinois, même les espions chinois au Canada ont de la difficulté à faire ça. Alors, c'est très intéressant comme... Quand on vous lit, et là, vous me corrigez si je me trompe, mais vous avez connu les deux derniers présidents, l'actuel et le précédent, et puis on sent bien à la lecture que votre affection n'est pas semblable de l'un à l'autre. Ça m'amenait à penser que le président actuel, est-ce que, en parlant de cette mobilité des Chinois à travers le monde, est-ce qu'il maintient cette facilité de se déplacer? Non. Ou on a l'impression plutôt qu'il voudrait revenir à un modèle plutôt étouffant, je me trompe ou non? Bien, c'est ça. C'est-à-dire que le passeport chinois est devenu, un peu comme il a été à une certaine époque, un élément de contrôle, c'est-à-dire qu'on limite l'octroi des passeports. Effectivement, il est obligé aussi de limiter l'exode, parce qu'il y en aurait un beaucoup plus grand, étant donné que c'est un système le plus répressif depuis l'époque de Mao, parce que tu disais deux présidents, mais quand j'ai commencé, c'était Deng Xiaoping, c'est ce personnage qui a fait toute la révolution économique, la liberté économique en Chine. D'ailleurs, ça a failli ruiner son projet, parce que les gens ont tout de suite utilisé la liberté économique, puis ensuite, on voulu étendre cette liberté-là et en faire une liberté de parole et tout ça. Puis ça a donné la place Tiananmen, ça a donné toutes sortes de choses. Ça donne encore aussi beaucoup de tentations de liberté aujourd'hui. Quand on donne une liberté économique, on ne peut pas morceler la liberté. C'est un signal d'ouverture sur lequel les gens s'emparent. Puis, alors il y a eu donc une direction du Parti communiste chinois qui a été pendant des années plus ouverte, plus collégiale aussi en termes de direction du parti, qui est quand même un parti de 90 millions de membres. C'est énorme. C'est énorme, oui. C'est un État, c'est un appareil dans l'appareil. Et donc, il y a eu tout un degré d'échange dans la gouvernance du pays qui s'est arrêté au moment où Xi Jinping a été élu, parce que pour être élu, il y a eu pour la première fois une bataille au sein du parti. Il n'y a pas eu de collégialité pour nommer le suivant,
comme ça s'était passé depuis Donc Mao. ça, c'était nouveau. Et il y a vraiment eu une bataille où il y a eu des assassinats, des meurtres, des arrestations. Et c'est bien documenté, tout ça, maintenant, on le sait. Et il a gagné, donc, une victoire presque militaire. Il a pris le pouvoir vraiment comme un dictateur, alors que la collégialité, c'était réel avant. Et il n'a pas donc été coopté par un groupe de sages à la tête du parti, mais il a vraiment pris le contrôle du parti. Et quand on est un despote, bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'entoure de gens qui nous craignent, qui sont à notre botte. Et c'est un peu comme ça que le pays évolue depuis maintenant plus de 10 ans qu'il est au pouvoir. Donc, le pays a beaucoup changé. Et une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a empêché les Chinois les plus riches de sortir leur argent du pays, de sortir le plus possible du pays. Les jeunes aujourd'hui, maintenant, sont un peu comme ça aussi. La Chine est moins riche de toute façon. Le pays a beaucoup de difficultés économiques, donc les jeunes voyagent moins. Mais au moins, cette ouverture des dernières années à l'étranger a fait en sorte que l'uniformité de la pensée en Chine a connu plus de diversité. Et voilà, c'est ça. C'est le reflet de mes conversations avec cette jeune femme-là qui voyage, qui connaît bien le monde et tout ça, et qui même en ce moment étudie au Canada, de toute façon. Questions, commentaires ou objections, rejoignez Louis-André Richard à repère@le-verbe.com. J'ai été, c'est des choses que j'ignorais, mais j'ai été très frappé à la lecture de votre livre par tout le monde de l'économie, le monde des affaires, les liens avec, par exemple, Bombardier, Power Cup, et puis, par exemple, ce que vous racontez au sujet du C-Series, qui aurait pu finalement survivre chez nous en partie grâce aux appuis chinois. Puis bon, ben non, ça n'a pas eu lieu. Et, donc, ça m'aidait à réaliser que entre le monde économique chinois et canadien et québécois, il y a peut-être encore des liens importants. Oui. Bien, c'est-à-dire que quand Mao est mort et que le pays s'est retrouvé complètement pauvre, exsangue, après avoir été vraiment ruiné par la révolution culturelle de Mao, la paranoïa du leadership chinois, du leader chinois, il a fallu tout reconstruire ça. Puis le génie de Deng Xiaoping, que j'identifie comme... Il y a peu de gens qui disent ça comme un des grands leaders, pour moi, du 20e siècle. C'est ce qui ressort du livre, en tout cas. Ce personnage-là, d'abord, il a été important parce qu'il a dit le peuple chinois va s'en sortir que par ses propres capacités. Il a les capacités. Au lieu d'écraser cet immense peuple, il a dit, maintenant, il n'est plus honteux d'être riche, il faut faire la différence entre la vérité et l'idéologie, il faut voir la vérité dans les faits, des choses comme ça, tu sais, qui leur disait en disant maintenant. Et puis, la première chose qu'il a faite, qui est fascinante, c'est qu'il a remis le contrôle de leurs terres aux paysans, parce que l'agriculture ne fonctionnait pas avec la collectivisation en France. Donc, il a cru à la valeur fondamentale de la base historique de cette civilisation-là, c'est-à-dire le paysan. Le paysan et la terre. C'était encore, à l'époque, dans les années, fin des années 70, la grande majorité de la population. Depuis ce temps-là, il y a eu la migration des Chinois vers les villes, qui est un phénomène, une migration aussi rapide en si peu de temps, ça s'était jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Mais en tout cas, ce personnage-là a eu cette vision-là en disant « Je leur donne le contrôle de leur bien-être économique et physique et je leur donne les moyens de se développer et ce pays-là va se développer. » Et le pays a connu cette espèce de mouvance économique qui a fait qu'aujourd'hui, c'est la deuxième économie du monde et tout ça. Donc, mais son premier geste, après avoir
à l'interne, donner le pouvoir aux paysans et à la grande majorité de la population chinoise, c'est qu'il s'est aussi ouvert lui-même. Il est allé, on se souviendrait là aujourd'hui de son premier voyage à l'étranger aux États-Unis, où il est allé chez Boeing, où il est allé voir les paysans américains. Il a mis un chapeau de cow-boy. Il faut imaginer, c'est un tout petit homme microscopique, vieux et tout ça. Et c'est lui qui, dans les premières vagues, les premières années de sa révolution, a pris des centaines, des dizaines de milliers de jeunes Chinois, les envoyés à l'étranger pour devenir ingénieurs et ensuite gestionnaires. Il leur a fait faire du génie et un MBA dans les plus grandes universités du monde. Il a ramené dans le pays toute une génération de gestionnaires et d'ingénieurs. L'idée, c'était de dire, on va bâtir, on va devenir un pays de manufacture, un pays de production d'objets subtils, et on va aussi développer nos infrastructures nous-mêmes. Donc, c'était cette idée de... Alors, d'où le lien qu'il a fait à l'échelle de la planète avec les grandes entreprises qui, elles, en échange, ont dit « Hey, la Chine s'ouvre à nous. » Ben nous, on va pouvoir aller... un marché. Ce marché-là va se développer. On va avoir ce marché d'1,4 milliard d'individus. Et c'est ça qu'il a vraiment fait. Aujourd'hui, on dit les Chinois nous ont volé nos technologies, nous ont volé. De toute façon, j'explique dans mon livre que l'Amérique, quand elle s'est développée, ben, elle a utilisé toutes les technologies de l'Europe de l'époque, puis elle les a développées plus vite, mieux, avec plus de... C'est la même révolution que les Chinois ont fait. Ils sont venus en Europe partout, chez Mercedes-Benz, chez Siemens, chez General Motors, chez Airbus, chez Boeing, et puis ils ont appris, ils ont probablement espionné ce que nous avions fait avec les Européens, et puis... ils se sont développés comme ça et c'est un phénomène. Et donc, ces liens-là ont continué et continuent encore. Sur ce point, cependant, et là, vous me corrigez si je me trompe, là, ma lecture est peut-être fausse, mais il me semble que vous affichez à plusieurs reprises une espèce de prudence, justement, à l'égard de dire, bien, si on donne trop aisément nos secrets, pas nos secrets, mais notre expertise... C'est un peu vrai. Là, ben, il faut s'attendre à ce qu'on va perdre quelque chose, peut-être. Donc, ça, c'est une chose que j'ai appréciée, puis que j'aimerais bien que vous développiez un peu plus, parce que vous n'avez pas développé, vous n'aviez pas à le faire là, mais je me disais, comment bien saisir là, la part de je transmets ce qui est louable de faire, mon savoir, parce que je vais en profiter, bien entendu, mais en même temps, comment je risque de perdre plus que ce que je donne. Vous comprenez? Je pourrais le donner dans un exemple que j'ai bien connu, parce que j'ai connu l'évolution de tout ça. À Québec, l'Université Laval a créé une expertise au fil des ans dans le domaine des rayons laser et de l'utilisation des lasers, l'optique photonique. Oui. Bon. Et c'est une technologie de l'avenir, le développement de tout ça. Puis au début, je me souviens, il y avait un personnage, M. Parent, j'oublie son nom, de l'Université Laval, que je voyais dans les avions qui venaient en Chine, et puis il y avait une espèce d'ouverture énorme. Les Chinois sont venus se former au laboratoire de recherche en optique photonique ou en optique à l'Université Laval, un laboratoire dont une partie s'est privatisée depuis, puis qui a donné naissance à toute une série de compagnies à Québec dans le domaine du laser. Mais à l'époque, donc, les Chinois venaient, puis on leur montrait tout et tout ça. Puis au fur et à mesure que la Chine est devenue un concurrent sérieux sur le plan économique, sur le plan du développement et tout ça, et aussi sur le plan militaro-industriel, là, on s'est mis à dire « Oh, attention !» et on s'est mis à commencer à établir des lignes rouges. Ça, on ne peut pas le transférer. Je me souviens d'être allé plus récemment à ce laboratoire privé de recherche en optique photonique où toute une section maintenant est interdite aux visiteurs. Parce que, et c'est surtout vrai pour les Chinois, parce qu'on veut maintenant que la ligne rouge soit extrêmement ferme. Et comme diplomate, j'ai aidé ces compagnies-là québécoises dans le domaine du laser à vendre en Chine
aux plus grandes compagnies chinoises, comme la compagnie Huawei, par exemple, qui Oui, utilise le laser en communication, en technologie de communication. Et il y avait comme une sorte de directive entre elles qu'on ne vend aux Chinois que notre notre avant-dernière étape technologique, ce qu'on fait de nouveau, on le vend, on ne le communique pas, on ne le vend même pas dans ce pays-là. Et alors, les Chinois font la même chose avec nous, de toute façon, maintenant qu'ils ont atteint eux-mêmes des niveaux de technologie. Mais au fur et à mesure où la Chine est devenue une puissance économique concurrente, une puissance aussi militaire concurrente, au fur et à mesure, toutes ces grandes entreprises-là qui ont des rapports avec la Chine se sont mis à être un peu plus rigoureux et beaucoup moins ouverts à tout donner et à tout transmettre. Mais j'ai montré ça un peu à travers l'exemple de Bombardier, parce qu'à un moment donné, Bombardier s'est mis à produire son premier train à grande vitesse en Chine. Et forcément, il y avait des usines où on employait des ouvriers, des ingénieurs chinois, parce qu'on le fabriquait pour la Chine. Il y avait des exigences de contenu chinois, etc. Et à travers le temps, même si on avait des lignes rouges, les ingénieurs chinois, à un moment donné, allaient passer, je ne sais pas moi, 2 mois dans un centre de recherche de Bombardier en Suède qui fabriquait une composante extrêmement pertinente et secrète même. Alors forcément, ils finissaient par connaître tous les secrets. Puis aujourd'hui, les Chinois sont les plus grands fabricants de matériel ferroviaire roulant au monde parce qu'ils ont tout intégré ça. Puis, alors c'est effectivement un enjeu des échanges économiques. Mais il nous préoccupe plus par rapport à la Chine parce que la Chine est une puissance qui est plus agressive, plus conquérante et tout ça qu'elle ne l'a jamais été. Mais en fait, ça a toujours existé, puis avec d'autres partenaires, à un autre niveau, avec les Russes à une autre époque et tout ça. Oui. Au chapitre des clichés, là, il me semble qu'on a longtemps dit... Le Japon, par exemple, est une société technologique de premier plan. Les Chinois, ils font du TOC, ils copient, ils font du TOC. Là, en vous lisant, surtout en pensant, par exemple, à l'industrie automobile, je me disais, wow, OK, là, on n'est plus à l'époque des Lada russes. Oui, c'est ça. Je disais cette semaine qu'il paraît que présentement, il y a 1 voiture sur 3 qui est électrique en Chine. C'est ça, exactement. C'est énorme, là. C'est énorme. Et je comprends que c'est les plus grands fabricants de voitures électriques au monde. Et de qualité, vous diriez? Des grandes voitures, là. On ne connaît pas encore, parce que la Chine vient de dépasser le Japon comme première puissance exportatrice d'automobiles. L'automobile, malheureusement, c'est le fondement même du développement technologique et du développement économique, parce que tous les individus en veulent une. C'est un produit qui est cher et qui... Bon, donc c'est un signal, l'automobile, Alors, les Chinois, donc, en peu de temps, sont devenus les plus grands, d'abord le plus grand marché. Quand ils ont commencé à avoir les moyens de s'acheter une voiture, moi, j'ai raconté dans un reportage dans les années 80, le premier Chinois qui avait acheté une Toyota, un paysan qui était riche parce qu'il élevait massivement des poulets. Et aujourd'hui, tous les Chinois ont des voitures. Les Chinois ont 2 voitures. Les Chinois sont comme nous et on est obligé même de les limiter dans les grandes villes, entre autres, pour qu'ils ne puissent pas acheter autant de voitures qu'ils veulent parce qu'il y a trop de voitures. Mais donc, c'est vraiment... tout ça, comment dirais-je, tout ça évolue. Les Européens ont commencé à faire des voitures, les Américains les ont dépassés, les Japonais, à un moment donné, ont humilié les Américains parce qu'ils fabriquaient des voitures beaucoup mieux, des voitures bien plus durables, meilleures. Les Allemands, ensuite, sont redevenus importants. Et là, les Chinois sont arrivés là. C'est le monde. Moi, j'ai toujours dit, dans l'histoire de l'humanité, quand un voisin, si c'est Sparte pour Athènes, disons, se développe
et il nous apparaît menaçant quand il devient aussi gros que nous. Et donc, on veut essayer de limiter sa croissance. Et puis, finalement, on n'a pas le choix. On est obligé de cohabiter. Et puis, on cohabite. Et puis, c'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire de la planète. Mais les Chinois, c'est ça. Ils sont arrivés là. Ils sont devenus les plus grands fabricants de voitures en termes de nombre de voitures par année. Ils sont devenus les plus grands fabricants de voitures électriques. Dans le domaine de la recherche, bientôt, la voiture électrique sans pilote, elle existe en Chine. Ouais. Et donc, ils ont développé des laboratoires de recherche les plus perfectionnés au monde et tout ça, à partir de, probablement, effectivement, d'une partie importante de choses qu'ils ont apprises chez nous, à l'étranger et tout. Mais ils ont aussi développé leur propre système. Alors, leurs voitures, pour répondre à ta question, les Européens commencent à les connaître. Ils sont arrivés sur le marché européen. Ah oui, oui. Et puis, l'Europe a été obligée de réagir. Ça n'a pas été long en disant, c'est pas juste, vos prix sont trop bas parce que vous êtes subventionnés par vos gouvernements et tout ça. Et là, la Chine l'Europe a déclenché une enquête qui a rendu la Chine furieuse pour analyser vraiment le financement de l'industrie automobile chinoise pour pouvoir décider si oui ou non on met des tarifs sur les voitures et tout ça, parce que les voitures chinoises sont belles, sont magnifiques, les Européens en veulent, sont moins chères, évidemment. Voilà. Et cet exemple m'amène à une autre question d'un peu du même ordre. Toute cette histoire avec Huawei, cette dame nos Canadiens, vous en parlez dans le livre. Pour quelqu'un comme moi là, qui ne connaît pas bien le sujet, je me demande de quoi... Est-ce qu'il y avait un vrai motif? Est-ce que la technologie Huawei avec le cellulaire, c'est une vraie menace? Pour les Québécois, c'en est une vraie. Oui, donc, il y a de l'espionnage à travers. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus facile quand on... Encore une fois, c'est une puissance militaire et économique qui est en conquête à travers le monde. C'est un régime qui n'est pas transparent. On a le même phénomène avec l'intelligence artificielle. On en parlera aussi. Oui. Mais sur le plan technologique, Huawei est un grand manufacturier d'équipements de communication de haut niveau. Le 5G, les Chinois ont ces technologies-là depuis plus longtemps que nous. Et puis, on est rendu presque... On va dépasser le 5G bientôt dans l'industrie et dans toute ce secteur industriel chinois est en pleine expansion, puis ils font des choses inouïes. Maintenant, c'est leur propre développement qui réalise ces choses-là. Alors, évidemment, les Chinois arrivaient ici avec des composantes de ces grands réseaux technologiques de transmission de données qui n'étaient pas chers, qui étaient efficaces. Et on avait la tentation, les Bell Canada de ce monde, les TELUS, d'acheter leur technologie jusqu'à ce que le gouvernement dise « Attention, il y a des composantes là-dedans où c'est très facile d'installer un senseur qui enregistre les données, qui prend les données. » Maintenant, c'est à l'échelle planétaire qu'on se pose toutes ces questions-là. Oui. Et on a préféré, un peu comme nos partenaires dans toutes les infrastructures de sécurité là, qu'on a entre nous, de ne pas aller avec cette technologie-là. Ça a rendu furieux les Chinois, mais c'est une réelle préoccupation. Il faut faire très attention, malheureusement, parce que c'est une puissance, encore une fois, qui n'est pas transparente, qui est extrêmement agressive, parce qu'elle est dirigée par un régime qui est, encore une fois, étant un régime autocratique, est un régime qui veut se protéger, qui a peur même de son propre peuple. Donc, c'est un climat en Chine actuellement qui fait qu'il y a des risques dont il faut être conscient, et puis des risques qui peuvent menacer notre sécurité et notre avenir. Malheureusement. Oui, c'est sûr. Mais il faut être prudent. Ben oui. Je me rappelle quand je suis allé, il y a une chose qui m'a étonné. J'avais fréquenté quelques jeunes avocats et eux, ils me disaient, vous savez, monsieur, nous, on va changer le visage de la Chine un procès à la fois.
Et j'avais trouvé l'idée vraiment intéressante en me disant, on ne peut pas s'attaquer à un monstre pareil, de bureaucratie et tout, directement de front. Alors lui, il disait, oui, mais un procès à la fois. C'est pas fou. Et j'ai dit, c'est bien peut-être. Ouais, c'est une bonne... puis le Québec a fait quelque chose d'absolument intéressant, ben, le Canada aussi, là, mais surtout, l'Université de Montréal a fait un travail en Chine de formation des juges et des greffiers, des cours en Chine. Et ne serait-ce que ce programme-là, qui malheureusement a été ralenti au cours des ans, ça a été très intéressant pour changer la mentalité des juges en Chine. Et beaucoup de gens l'ont constaté, j'en parle un tout petit peu, mais les juges, les tribunaux de litiges civils, par exemple, en Chine, les gens qui se plaignent de leurs propriétaires, on dit que les Chinois gagnent de plus en plus quand ils ont une cause. Et le régime autoritaire craque un peu à ce niveau-là. Évidemment, les tribunaux politiques, les tribunaux économiques qui ont un contexte aussi politique, c'est sûr qu'on ne gagne pas, là, souvent. Mais il y a donc effectivement, moi, je pense que graduellement, ce pays-là, on peut l'influencer par toutes sortes de façons et qui peuvent paraître modestes à l'origine, mais qui sont importantes et tout ça, ne serait-ce que les étudiants chinois étrangers qui viennent ici. Le problème maintenant, et je le dis un peu dans le livre, c'est que l'ouverture de la Chine à l'étranger, le fait que tous ces étudiants-là sont partis à l'étranger étudier et ils y vont encore, c'est extrêmement positif pour l'ouverture du débat en Chine et des libertés, sauf que maintenant, le régime s'est beaucoup resserré. J'utilise ce proverbe chinois qui dit « l'empereur est loin et les montagnes sont hautes ». Alors, l'idée de ce proverbe-là, c'est de dire plus le dictateur est loin, plus on est loin de lui, plus il y a des obstacles entre lui et nous, plus on a de liberté. Un espace pour notre liberté. Exactement. Voilà. Un espace de liberté, un espoir de réaliser nos rêves de la façon dont on veut les réaliser. Mais vous dites bien dans le livre que dans la situation actuelle, les montagnes sont râpées c'est ça. Hein, quand même. Mon inquiétude, moi, et puis c'est ce que je dis à la conclusion du livre, c'est que les montagnes, avec la puissance de communication des réseaux sociaux, que le gouvernement dictatorial de Xi Jinping utilise beaucoup mieux qu'il le faisait au début, on le voit tous les jours, l'influence des campagnes subtiles de propagande. Et là, on voit le message s'uniformiser à une vitesse qui est dangereuse. Tous mes amis moi, je ne suis pas allé depuis 2 ans, mais mes amis qui sont là me disent, Jean-François, on ne peut plus discuter avec les Chinois. Ah, à ce point-là? Oui, même des gens qui vont régulièrement en Chine me disent, à l'époque, on allait manger ensemble. Là, les Chinois, c'est mal vu d'aller manger avec les étrangers. Il y a une fermeture terrible qui est causée, encore une fois, par toute cette espèce de construction là, d'une machine de contrôle. Je veux bien comprendre, cette fermeture, elle est due au fait que les Chinois se sentent espionnés? Ils ont peur de parler avec l'étranger, ou bien parce que leur cerveau est déjà tellement lavé par la propagande. C'est ça. La fermeture, c'est que le régime en place veut refermer l'influence étrangère dans le pays sur le plan idéologique. Alors, donc, l'accès même à ce qu'on dit aux Chinois de ce qui se passe à l'étranger est de plus en plus limité. Donc, il y a vraiment une fermeture du pays sur lui-même. On dissuade les gens de voyager au même rythme qu'ils voyageaient. On empêche les riches Chinois d'investir ailleurs et de prendre de l'expansion à l'étranger. On est en train de bâtir, sous prétexte de contrôle, d'une certaine paranoïa aussi, qui est très importante. Le langage officiel en Chine dit « l'Occident, surtout, se bat pour nous empêcher de devenir ce qu'on veut devenir. » Et alors qu'on sait déjà que c'est à cause des erreurs du régime en place que la Chine ne pourra peut-être pas, au cours des prochaines années, devenir la première puissance mondiale. C'est ça que vous dites aussi, oui. Oui, absolument. Est-ce que vous dites que, dans le fond,
le pouvoir de la technologie dans la main de l'individu, le téléphone cellulaire, ont réussi, dans le régime chinois actuel, à contrôler suffisamment le téléphone individuel là, pour empêcher la personne d'aller ailleurs. Malheureusement. On réussit à faire ça maintenant. Malheureusement. Ben, la première chose qu'on a vue dès que l'Internet s'est développé en Chine, le gouvernement chinois s'est mis, même avant Xi Jinping, à développer des murs informatiques empêchant les gens d'aller à l'étranger. Il faut, en Chine, aujourd'hui, puis on dit même que les Chinois contrôlent ça aussi, mais pour vraiment aller, quand on est en Chine, aller sur l'Internet mondial, il faut utiliser des VPN, donc des systèmes pour contourner des murs informatiques. Et puis, on dit que les plus grandes compagnies de VPN dans le monde maintenant sont contrôlées par les Chinois, donc ils ont des données à travers ça aussi. C'est extrêmement complexe, puis il y a cette bataille-là à travers le monde. Donc, ils réussissent à contrôler le VPN, ce qui rend, pour l'individu, pour le citoyen, ça le rend incapable d'accéder. Exactement, exactement. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et puis, il y a une volonté, c'est ça, de la Chine de se protéger de l'étranger, de cacher ce qu'elle fait à l'étranger, parce qu'elle est en train de développer. Son obsession, c'est de devenir la première puissance mondiale, la première puissance technologique, la manufacture 4.0, l'armée de l'avenir, le pouvoir, le premier pouvoir dans l'espace. Il y a cette espèce de volonté-là qui se développe, mais de façon extrêmement paranoïaque, un peu comme, disons, l'Union soviétique de l'époque, qui s'était complètement refermée sur elle-même. Moi, je dis tout le temps, tu sais, la différence entre les despotes communistes d'avant et les despotes d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on avait presque le monopole des peuples heureux, parce qu'on savait que les Russes, qui ne savaient rien de ce qui se passait à l'extérieur, avaient à peine de quoi se nourrir, et puis avaient une vie extrêmement primitive et tout ça, même si c'était la première puissance dans l'espace, ou etc. Les Chinois, au contraire, pour ne pas que leur dictateur ait le même sort que les dictateurs ont eu à une certaine époque, quand le mur de Berlin s'est écroulé et quand l'Union soviétique s'est écroulée, les Chinois ont compris qu'il faut que le peuple soit plus heureux qu'il l'était à l'époque. Et donc, ils sont capables de mobiliser leurs gens autant au fur et à mesure qu'ils leur donnent ce qu'ils veulent en termes de confort matériel, d'espoir pour les enfants, etc., etc. Donc, il y a cet équilibre-là en Chine qui est extrêmement délicat pour que le pouvoir puisse survivre tel qu'il est, parce que le pouvoir est vraiment un pouvoir qui entre dans la vie des gens, qui est contrôlant. Et donc, c'est un équilibre qui est dangereux, et j'espère qu'il va évoluer J'espère qu'il va y avoir un jour un retour à la forme de gouvernance en Chine qu'il y avait à l'époque avant Xi Jinping, et qui permettait un débat interne beaucoup plus grand. Dans quelle mesure, puis on peut faire un parallèle avec nous au Québec, dans quelle mesure ils ne vont pas être de toute façon rattrapés par la démographie? La population vieillit rapidement quand même. C'est le cas pour nous ici aussi. Il y a un parallèle intéressant. Et je me demandais, en vous lisant, je me disais, ouais, mais c'est une question de temps, là. Ça va être compliqué, là. C'est déjà là, mais encore une fois, c'est vrai que ça se compare à nos situations, mais j'ai bien expliqué aussi dans le livre qu'il y a des choses que les Chinois ne feront pas jamais comme nous, et des choses qui sont positives pour nous. C'est l'ouverture à l'immigration, c'est l'ouverture aux apports extérieurs et tout ça. Et puis, c'est la dimension aussi. Le Canada est un pays de 40 millions d'habitants. La Chine est un pays d'1,4 milliard d'habitants. Un problème de vieillissement de la population à cette échelle-là, c'est un problème majeur. Ça coûte une fortune à une économie qui n'est pas plus riche que la nôtre, là encore. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, un enjeu, mais qui se passe au moment où on se parle. La population est déjà vieillissante. Les jeunes, il faut qu'on leur donne énormément d'espoir, mais en même temps, ils sentent qu'ils vont avoir le poids de cette société vieillissante-là sur les épaules. Ils s'inquiètent de ça.
ils s'inquiètent du coût de la vie pour leurs enfants, pour eux. Alors, tous ces enjeux-là, c'est extrêmement important. Vous disiez à propos de cette deuxième génération de jeunes que même si l'État encourage d'avoir plus d'un enfant, ils n'en veulent carrément pas d'enfants. L'aventure d'avoir une famille, ça n'a pas l'air d'être perçu comme une aventure. Ben, c'est le même phénomène qui est arrivé chez nous, oui, sauf qu'eux, ils ont fait l'erreur pendant deux générations d'avoir cette politique d'enfant unique. Ben oui. Et maintenant, ils voient la population vraiment se réduire d'année en année, ce qui ne nous est jamais arrivé encore. Mais il y a vraiment, là, il va y avoir une décroissance nette de la population au cours des prochaines années. Alors, ils se retournent vers les jeunes, ils leur disent « faites des enfants », mais les jeunes sont comme nous. C'est ça. Ils disent « ben moi, ça coûte tellement cher, je veux profiter de la vie, etc. » Puis il y a un mouvement de résistance, en particulier aussi chez les femmes. Les femmes ne veulent plus se faire imposer une vie qu'elles n'ont pas choisie. Qu'elles n'ont pas choisie et tout ça. Donc, elles veulent choisir. Alors ça fait paniquer le pouvoir autocratique chinois au point que récemment, Xi Jinping a pris la peine d'aller au congrès des femmes chinoises, alors que les femmes chinoises, dont Mao disait, elles tiennent la moitié du ciel. En d'autres termes, c'est une force qui compte autant que celle des hommes, donc on doit les respecter autant que... Et Mao a fait beaucoup d'efforts pour la libération des femmes à son époque. Autant aujourd'hui, on voit en Chine des signes terribles où, par exemple, toute la nomenclatura du Parti communiste est de plus en plus mal. Les femmes sont presque disparues, sont vraiment plus là. Et là, il y a une crise énorme de ce côté-là. Alors, vraiment, il y a un enjeu démographique, il y a un enjeu féministe en Chine qui est très, très important. Et puis, au lieu d'être progressiste de ce côté-là, on a vu le gouvernement composé majoritairement de mâles maintenant, sous Xi Jinping en particulier. On a vu le président Xi se rendre à ce congrès des femmes puis à dire « Votre place est à la maison ». Et c'est drôle parce que je dialoguais avec ma sœur aînée avec qui on parle beaucoup de toutes sortes de sujets. Puis je lui disais, tu sais, ça me rappelait la raison pour laquelle j'ai quitté l'Église catholique et la foi et tout ça quand j'étais jeune. J'avais 10 ans et je disais, ça ne se peut pas que les curés qui ne savent pas ce qu'est une famille, qui n'ont jamais connu ces enjeux-là, viennent dire aux femmes quoi faire. Ils viennent dire aux femmes de faire des enfants, et puis, etc., etc., alors que ces espèces de riches patapouf, je dirais, dans leur presbytère se font servir et puis ne connaissent pas du tout les enjeux de faire vivre une famille et tout ça, nous donnaient des leçons. Et même dans mon métier de journaliste, j'ai souvent eu cette attitude-là de dire, tu sais, pour connaître et raconter les êtres humains, il faut aller les connaître, il faut aller dans leur vie, il faut aller voir les guerres, il faut aller voir les famines, il faut comprendre tout ça, tu sais. Mais c'est une bonne nouvelle pour vous, Jean-François Lépine, puisque les choses changent. Hein? Le pape François vous refait une place. Là. Vous allez pouvoir revenir dans le giron catholique bientôt. Sur cette question de la situation, quand je suis allé en Chine, une chose qui m'a frappé, c'était la façon dont on envisageait la manière de traiter nos aînés. Je me rappelle un dimanche dans un parc à Pékin, de voir la grande vénération des enfants à l'égard des parents, voir arriver une voiture, les enfants ouvrir les portières et dédier toute la journée au bien-être de leurs parents. Et en discutant avec les gens avec qui je travaillais là-bas, les jeunes professionnels nous disaient... Notre tradition, c'est de garder les parents avec nous à la maison. Et là, tranquillement, on commence à changer. Ouais. On a acheté un condo à Pékin, de très beaux condos. Nos parents y sont, on va les visiter régulièrement. Donc, je disais, ça, c'est plus proche de notre mentalité nord-américaine. Ça change là aussi. Ça change aussi. Oui, ça change là aussi. Il y a, par exemple, une chose qui est différente. Comme la cellule familiale est tellement petite... Il y a encore cette espèce de tradition de cellule familiale. D'ailleurs, ça aussi, je le raconte brièvement, mais la Chine est un des pays au monde où il y a le moins de bénévolat. Ah oui. Et on peut le comprendre aussi en disant, un peu comme je disais, tu sais, au Québec, on disait à une certaine époque,
les œuvres de charité, les Québécois ne donnent pas. Mais moi, je disais toujours aussi, il faut imaginer d'abord que la société québécoise, par rapport à d'autres sociétés au sein du Canada, est une société pauvre, relativement pauvre, mais aussi, c'est qu'on a choisi collectivement de se donner un système social bien plus développé que dans les provinces ou aux États-Unis, par exemple, où on donne beaucoup aux œuvres de charité. Bien, c'est la même chose un peu en Chine. Les Chinois font moins de bénévolat, beaucoup moins que dans nos sociétés. Mais si on regarde le temps qu'ils passent à s'occuper de leurs parents, grands-parents, là, c'est autre chose. Hein. Ici, on le sait. Quand on se plaint du traitement des personnes âgées dans nos institutions de personnes âgées, ben moi, je dis tout le temps, mais c'est d'abord à vous d'y aller dans les maisons, puis allez voir vos parents, puis occupez-vous-en. Là. Tu sais, c'est un peu particulier. Donc, toutes les sociétés ont leurs évolutions. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, tu sais, on a peur de la Chine. La Chine est pour nous un mystère, mais si on la connaissait mieux, d'abord, on pourrait mieux la comprendre, on pourrait mieux faire en sorte d'éviter qu'elle devienne trop agressive ou mieux se préparer. Mais aussi, on pourrait apprendre énormément de choses parce qu'on fait tous les mêmes erreurs. S'il y a des choses que les Chinois ont fait qui m'impressionnent, moi, c'est qu'ils ont fait des erreurs puis ils les ont corrigées à l'échelle d'1,4 milliard d'habitants. C'est quand même tout un mouvement. Alors, voilà. Mais quand vous commencez le livre, puis vous le rappelez à la fin, et moi, c'est une des choses qui m'a accroché dès le début à cause de l'expérience que j'ai vécue là-bas, vous rappelez d'une certaine façon, parce que moi, quand je suis allé, le chef de mission avait dit « Attention, tu vas voir, les Chinois que tu vas rencontrer, là, sont très proches des Québécois. Ce sont des gens moqueurs, qui aiment jouer. Tout à fait. Et ça m'a vraiment marqué. J'ai dit, mais on est pareil. Alors, je pense que ça, c'est une des forces que vous soulignez, qui est de nature à nous rapprocher et nous donner le goût. Ils sont vraiment beaucoup comme nous. Tout à fait, tout à fait. Moi, c'est pour ça que j'aime les Chinois depuis le début. C'est un peuple qui a beaucoup de grandes qualités. Je raconte l'amour que les Français ont pour les Chinois parce qu'ils se ressemblent beaucoup, peut-être plus même que nous, l'amour le romantisme, la poésie, la nourriture, l'obsession de la nourriture, à un point qu'on ne peut pas imaginer pour les Français. Les Italiens aussi ont beaucoup ça par rapport aux Chinois. Et puis, nous, on a ça aussi, mais peut-être pas autant que les Français ou les Italiens, mais il y a beaucoup de rapprochements de ce côté-là. Mais de toute façon, encore une fois, c'est la richesse des peuples. C'est qu'on a des choses à échanger avec tout le monde. Hein? Et puis, c'est vrai, mais dans ce cas-là, je voulais juste souligner, puis vous le faites très bien, c'est qu'il y a quand même une proximité dans le caractère. C'est ça que je voulais dire. Écoutez, le temps passe à une vitesse qui me dépasse moi-même. Je voulais juste dire un mot, vous entendre sur Liu Xiaobo, puisque je suis un prof de philo. Liu Xiaobo a écrit un ouvrage qui s'appelle « La philosophie du porc ». Il dénonce les 3 M, c'est-à-dire le péril du mensonge, de la mémoire, en disant on réécrit l'histoire, puis de la morale, en disant les valeurs sont... Et je voyais beaucoup là-dedans, moi, la critique qu'il a faite, évidemment, de sa société chinoise, dont il a été une victime épouvantable, puis le parallèle avec nos institutions, notre façon de nous prévenir des mêmes risques, des mêmes dangers. Tout à fait. Voilà. Dans le livre, là, pour aller directement au point, vous vous étonnez du sort qu'on lui a réservé. C'est terrible ce qui est arrivé. Puis moi, je disais, mais non, c'est pas étonnant parce que dans les régimes, surtout ces régimes-là, mais même chez nous aussi de façon plus subtile, quelqu'un qui s'approche trop de la recherche du vrai et qui met le doigt sur les causes du bobo va subir les pires outrages. Oui, bien, c'est lui-même qui dit, d'abord parce que simplement pour les gens qui nous écoutent, Liu Xiaobo, une sorte de philosophe politique chinois qui a inspiré beaucoup de jeunes au moment de Tiananmen en 80. On l'appelait le Solzhenitsyn russe. Chinois. Chinois, exactement, et qui a fait plusieurs fois de la prison, et puis qui a été emprisonné définitivement en 2009 parce qu'il avait osé proposer une nouvelle constitution à la Chine qui impliquait qu'on allait élire les élites chinoises qui allaient diriger le pays et tout ça. Il avait proposé donc cette charte-là, puis il a été emprisonné, puis il n'en est jamais sorti. Il est mort d'un cancer foudroyant, après avoir même reçu, quelques années après son emprisonnement, en 2010, le prix Nobel de la paix. Il y a 2 personnes qui n'ont jamais pu
qui sont morts avant de recevoir vraiment sans avoir physiquement reçu leur prix, un Allemand dans les années 30 et lui. Et donc, lui, on a remis le prix sur une chaise vide. C'est un symbole très fort. On la voit, cette photo-là, elle est magnifique et tout ça. Mais donc, ce personnage-là, ce qu'il y a de particulier aussi de Liu Xiaobo, c'est qu'il est allé aux États-Unis à cause de ses idées en philosophie politique et tout ça. Il a fasciné, il est allé enseigner à Harvard, il a enseigné à Columbia, mais il revenait toujours de ses stages à l'étranger avec ce malaise. Il y avait beaucoup de choses qu'il ne partageait pas de nos valeurs. C'était un être conservateur sur le plan de certaines valeurs aussi. Mais ce que les Chinois percevaient de lui comme une trahison ou un emprunt d'idées de l'étranger, c'était toute sa vision de la démocratie, du droit des individus de choisir leur leader et tout ça. Et c'est un homme, moi, que j'ai beaucoup admiré. Et puis, ce que je dis à son sujet, c'est que en 2017, on s'aperçoit qu'il y a un cancer et les Chinois... Tout le monde dit à Taïwan, en Europe, aux États-Unis, donnez-nous-le. C'est ça. Il ne vous nuira pas. Nous, on va tout faire pour le guérir et tout ça. Les Chinois sont tellement obsédés et ont tellement peur de leur ombre, le leadership chinois, qu'ils le laissent mourir en prison, en fait, dans un hôpital. Oui, ils ne l'ont pas traité, ils ne l'ont pas vraiment soigné. Ça a été très difficile, très contesté, tout ça. Et il est mort parce que... et je dis à mes amis chinois, je dis, de quoi avez-vous peur? Tellement peur que vous n'êtes pas capable de laisser aller ce pauvre homme se faire traiter à l'étranger dans les hôpitaux. Il l'avait fait avec d'autres dissidents chinois. Wei Jingshan, après 18 ans en prison, il l'avait envoyé aux États-Unis. Puis ce personnage-là, après avoir fait, je ne sais pas moi, une centaine de conférences, à un moment donné, il s'est tué. Sa bataille était en Chine, rendue aux États-Unis, ça n'avait plus de raison d'être et tout ça. Donc, c'est ça qui me fascine, moi, de la dictature. Pourquoi... si tu traites ton peuple comme ça, c'est tellement un signe de la peur. Exactement. Je pense que vous mettez le doigt sur la racine de tout, même pour nous. La peur est mauvaise conseillère, mais la peur, c'est ce qui nous paralyse, c'est ce qui nous empêche de bien voir, de bien discerner les choses. Exactement. Alors... Écoutez, c'est sur ce mot de la peur, on achève notre conversation, mais je veux, avant qu'on se quitte, vous soumettre au questionnaire d'Alan Bloom. Alan Bloom était professeur de philosophie à Chicago. Il posait 3 questions à ses étudiants et je vous les pose. Okay. Si vous deviez vous retrouver seul sur une île déserte, et la seule façon pour vous de tromper la solitude, c'est d'apporter un livre, mais un seul, quel est ce livre et pourquoi? J'apporterai un livre qui s'appelle « Ni Dieu ni Maître ». Et c'est un recueil que j'ai ici de la pensée anarchiste. OK. Et de qui? Ah ben c'est un recueil, donc c'est plusieurs auteurs. Ça avait été fait à l'époque, c'est un recueil français. C'est un très beau livre. OK. Et puis, moi, j'ai un respect pour la pensée anarchiste. Le recueil, d'ailleurs, s'appelle « Ni Dieu ni Maître ». Oui, c'est ça. Et moi, c'est la devise, je ne me souviens plus de qui, et puis, et moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup parce que je crois à la force de l'individu et de la pensée totalement libre. Voilà, donc j'apporterai ça. Très bien. Et la deuxième question concerne le cinéma. Alan Bloom disait que le cinéma, c'est un véhicule intéressant pour décrypter les valeurs. Alors, si vous aviez un film à suggérer, un seul, là, lequel film et pourquoi? J'ai eu une rencontre assez particulière l'an dernier à Québec avec Oliver Stone. Oui, c'est vrai, vous avez animé puis j'ai revu à cette occasion-là le film qu'il a fait sur JFK. Ouais. Et puis, aujourd'hui, on dit de lui que c'est un révisionniste parce qu'il croit vraiment à un complot de la CIA, de multiples tireurs pour l'assassinat de Kennedy. Tout ça, c'est son obsession. Mais j'ai revu JFK. C'était un film qui, à l'époque,
a eu un succès complètement fou. Et une journaliste de la presse avait critiqué le fait qu'il soit là en disant qu'il avait fait, entre autres, ce film-là, qui était un des films les plus révisionnistes de l'histoire du cinéma. Puis je lui avais écrit, je lui avais dit, mais voyons, de quoi parles-tu? Ce film-là, il décrit un procureur américain à la Nouvelle-Orléans qui poursuit un individu dont il est persuadé qu'il était celui qui a dirigé au nom de la CIA Oswald et qui est un élément clé de tout le complot pour assassiner Kennedy. Ce film-là est un reflet de l'époque, le résultat d'une enquête qu'avait fait Oliver Stone à l'époque, qui était unique. Le film a été diffusé. Il y a eu un succès fou. Et en plus, il a mené à 5 ou 6, en tout cas, enquêtes majeures du Congrès américain qui a fait qu'on est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas qu'un seul tireur. Voilà. On n'est pas arrivé à une conclusion à travers tout ça avérée, complètement très concrète sur comment s'est organisé le complot. Mais il y a eu plusieurs tireurs. Et ils ont mené aussi, surtout, et c'est ça qui est important, à la publication de centaines de milliers de pages que la commission Warren, à l'époque, qui avait fait l'enquête, avait complètement camouflé. Mais ce qui est intéressant dans votre choix, c'est que vous montrez bien avec JFK l'idée que le cinéma va être peut-être un catalyseur par lequel on va revoir des choses et tout. C'est très bien. C'est la liberté de penser, puis la liberté de... En tout cas, voilà. Dernière question. Alan Bloom demandait, est-ce que vous pouvez identifier un mentor, un modèle, un personnage réel ou fictif que vous... considéré comme une figure particulièrement inspirante et que vous voulez partager à ceux qui nous écoutent? Ben moi, je vais revenir à ce que je disais. Je pense que Deng Xiaoping est un homme, moi, qui m'a beaucoup impressionné. C'est un homme qui avait énormément souffert, qui avait servi aveuglément Mao depuis sa jeunesse jusqu'à un âge extrêmement avancé. Il va être victime de Mao pendant la Révolution culturelle. Son propre fils va être presque... mort à la suite des traitements des gardes rouges de Mao. Et il revient après la mort de Mao. Il réussit, ce petit homme-là, à catalyser le leadership du Parti communiste, qui est complètement, encore une fois, exsangue, mais divisé. Il va contrôler l'espèce d'émanation de la bande des quatre, là, qui est un autre courant complètement fou qui essaie de s'emparer du Parti communiste. Puis il va lancer une révolution qui va faire en sorte que ce pays-là, ce peuple-là, va, en l'espace de 40 ans, depuis que Deng Xiaoping a lancé cette révolution-là, faire des pas de géant absolument extraordinaires, sortir des millions de gens de la pauvreté, une révolution économique, politique, scientifique, en si peu de temps, à l'échelle de l'humanité, c'est absolument impressionnant. Puis ce personnage-là n'a jamais voulu occuper un poste et avoir autour de lui un culte de la personnalité. Il a occupé un seul poste qu'il voulait occuper parce qu'il était important compte tenu du régime, président de la commission militaire du parti, c'est-à-dire le contrôle de l'armée. Ah oui, OK. Important. Oui, oui. Contrôle de l'armée pour protéger la Chine puis contrôler le bon. Mais c'est un poste administratif, mais extrêmement fort. Mais aucun poste prestigieux, aucun culte autour de lui-même, un homme extrêmement modeste et qui, à un moment donné, là, quand il a vraiment jeté les bases de ce qu'il voulait faire, il a eu vraiment une transition presque démocratique vers le prochain leader, Jiang Zemin. Et puis, ça a continué jusqu'à 2012, où là, Xi Jinping a changé le cours des choses. Mais c'est vraiment un être qui, pour moi, est extrêmement important. Puis tout ce qu'il a fait, plus que ce qu'il a dit d'ailleurs, parce qu'il n'a pas dit grand-chose, il a quand même changé la constitution du pays pour l'ouvrir beaucoup, beaucoup plus qu'elle l'était, puis, et surtout empêcher qu'il y ait une dictature qui se réinstalle. En tout cas, merci beaucoup, Jean-François Lépine. Je vais vous dire maintenant que la conversation est terminée, mais quand j'ai refermé votre livre, j'ai eu tout de suite ce réflexe de dire j'ai rencontré le Tintin québécois. Je le dis sans flagornerie parce que j'invite les gens à lire le livre, tout simplement parce que c'est un témoignage précieux. Mais comme Tintin faisait, là, on sent quand on vous lit
l'amour du sujet au sens large, et puis l'esprit de vulgarisation nécessaire qui rend la lecture à la fois passionnante, mais surtout très intelligible. Ouais. En tout cas, je vous remercie sincèrement de vous être prêté à l'exercice et j'espère que les gens qui vont écouter notre conversation vont en tirer le meilleur profit. Merci beaucoup, Jean-François Lécuyer. C'est moi qui te remercie. Repère est produit par l'équipe du Verbe Média. 100% indépendant et gratuit, le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don. Qu'est-ce que Jésus, les multivers, le Seigneur des Anneaux et les couches de bébés recyclables ont en commun? Ils se retrouvent tous au balado On n'est pas du monde. Animé par l'équipe du Verbe Média, chaque épisode conjugue foi chrétienne et culture contemporaine avec intelligence et humour. Abonnez-vous dès maintenant au balado et suivez-nous sur YouTube.